la radio locale. Pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 91.fm, radiograndlac.com. Et ce soir, j'accueille Vincent. Bonsoir Vincent. Salut Kevin, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, du coup, on est effectif de deux encore Guillaume, ce soir. Il nous a laissé choir. Oui. Il se fait appeler Désiré. Mais il reviendra, alors il ne sera pas là la semaine prochaine, mais il reviendra dans 15 jours. J'espère bien. On a besoin de son avis éclairé sur certains films, certains genres de films aussi qu'il affectionne tout particulièrement. Bien sûr. Et du coup, ce soir, sommaire particulier pour le Focus, parce que nous allons rendre un petit hommage et nous allons fêter un anniversaire de film. En première partie, bien évidemment, nous reviendrons sur les sorties de la semaine. En seconde partie, nous donnerons nos avis sur les films de la semaine dernière, en particulier Vaiana 2, Enfant phare et Hérétique. Et puis enfin, nous rendrons hommage à l'acteur Nils Arestrup avant de consacrer notre focus cette semaine aux 50 ans de l'homme au pistolet d'or. Donc voilà, un vaste programme. C'est pas un grand James Bond, d'ailleurs on peut en parler, mais bon, ça fait partie de toute de la saga un peu incontournable quand même, malgré tout. Oui, en effet. Sans plus tarder, mon cher Vincent. Alors on va commencer par Wicked, je sais pas comment tu prononces, Wicked, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, donc à Chambéry, à Aix-les-Bains, de John M. Chu avec Cynthia Erivo, Ariana Grande et Michelle Yeoh. Wicked suit le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz. Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Leur rencontre à l'université de Shees, dans le fantastique monde d'Oz, marque le début d'une amitié improbable mais profonde. On écoute un extrait. Oh, je t'ai laissé de la place, au fait. Tu trouves que c'est juste ? Pas du tout. On m'avait promis une chambre individuelle. Merci de t'en inquiéter. Avez-vous remarqué que je suis l'un des derniers professeurs animaux ici à Shees? Mais il fut un temps où la vie à Oz était différente. Il faut prévenir le magicien que les animaux sont... Voilà, donc une comédie musicale fantastique. C'est la première partie, on précise. Et puis c'est dans la droite lignée du fameux monde d'Oz, le magicien d'Oz. Et je vous le conseille déjà chaudement pour l'avoir vu il y a 15 jours et j'aurai l'occasion d'en reparler. T'as vu toutes les sorties, c'est pas possible. Kevin, tu passes ta vie au cinéma, toi. Ah mais non. Mais celui-là m'intriguait et forcé d'avouer que c'est très réussi. Et ça constitue un très bon film de fin d'année. D'accord. C'est vrai. Okay. Autre sortie, c'est Conclave, réalisé par Edward Berger, avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci et Isabella Rossellini. C'est l'histoire qui se déroule donc au Vatican. Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. On écoute un extrait tout de suite. Et le monde entier nous regarde. Selon la tradition, l'organisation du conclave vous incombe. La supervision de cette élection est une tâche que je n'aurais jamais pensé devoir accomplir. Nous sommes cloîtrés et ils ne doivent pas avoir accès à des informations qui pourraient influencer leur jugement. C'est bien compris. Voilà, donc très intriguant. On parle déjà d'un rôle à Oscar pour Ralph Fiennes et vous n'aurez pas trop de mal pour le trouver puisqu'il sera aux Toiles du Lac, au Pâté, au Victoria et à l'Astrée. Donc là... Ouais, et puis je pense que c'est un genre d'intrigue qui peut effectivement être intéressante du fait de l'endroit où ça se déroule, quoi, et l'arrière-salle de toutes les les coulisses du c'est ça, chercher le terme, les coulisses donc de l'élection du pape, c'est toujours un peu intriguant et à mon avis
Ça doit donner lieu à pas mal de choses entre eux qui doivent être assez cocasses quand même. Moi, ça me fait penser un peu à Angers Démon, qui avait écrit Dan Brown et qui avait ensuite été adapté par Ron Howard avec Tom Hanks, sans le côté grandiloquent, parce que dans Angers Démon, il y avait aussi une bombe, tout ça. Enfin, voilà. Ouais, et puis sur un fond de religion un peu oppressant quand même, un peu sans doute. Autre sortie, Vincent. Autre sortie, Leurs enfants après eux, qui sort au Victoria, au Pâté et à l'Astrée, de Ludovic Boukerma et Zoran Boukerma, avec Paul Kircher, Angelina Vorett et Gilles Lelouch. En août 92, une vallée perdue dans l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s'aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule. On écoute un extrait. C'est grave cette meuf. Steph. Quand on est sorti, la moto était plus là. Je suis mort, putain! On va la retrouver. Sinon, cette famille est foutue. Voilà, donc un film très générationnel qui apparemment nous permet de suivre les mêmes personnages sur toute la décennie des années 90. D'accord. La bande-annonce donne le sentiment d'une réalisation très enlevée, très vive, très... Donc pourquoi pas. Alors ce que je crains un peu, je t'avoue, c'est que en voyant la bande-annonce, je me suis dit, j'ai déjà un peu l'impression de voir L'amour ouf 2. Et en plus c'est Gilles Lelouch. Ouais, mais bon, c'est pas lui qui a réalisé, mais bon. Mais non, mais c'est vrai que je ne sais pas. T'avais vu L'amour ouf alors du coup, toi? Oui. Et puis le côté intrigue amoureuse sur plusieurs de toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Hein. Non. C'est toujours. Mais c'est très proche, on va dire. Les histoires d'amour se suivent et se ressemblent un peu parfois. Hein. Voilà. Alors, on va changer de style, puisque là, on est dans le film d'animation, il me semble. Oui. Nico, le petit renne, Mission Père Noël, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Jorgen Lerdam et Kari Jusonen. Nico quitte sa famille pour tenter de devenir membre de l'équipe des rennes volant du Père Noël et il fait la connaissance de Stella, une jeune reine talentueuse. Alors que le traîneau du Père Noël a disparu, Nico et ses amis prennent la direction du Nord, glacé, pour le retrouver à temps et sauver Noël. On écoute un extrait. Nico! Quoi? Permets-moi de te rappeler que tous les membres se doivent de rester strictement impartiaux. Un terrible événement va tout bouleverser. Où est passé le traîneau? Il a disparu. Sans le traîneau. Voilà, donc c'est un film d'animation pour les tout petits. Film de circonstance, et bien entendu. Oui, alors c'est le 2e ou 3e volet, je crois, de Nico le petit renne. Donc voilà, le premier volet. Oui, il me semble qu'il y en avait eu avant. Ouais. Daté de 2008, je crois, le premier. Donc voilà. Pas vu, je ne connais pas. Moi non plus, je t'avoue que c'est passé sous mon radar. Autre sortie, Limonov, la balade, qui sera disponible au Victoria et à l'Astrée. C'est le nouveau film de Kirill Sebrenikov avec Ben Whishaw, Victoria Miloshnikov et Thomas Arana. Militant révolutionnaire, dandy, voyou, majordome ou sans-abri, il fut tout à la fois un poète enragé et belliqueux, un agitateur politique et le romancier de sa propre grandeur. La vie d'Édouard Limonov, telle une traînée de soufre, est une balade à travers les rues agitées de Moscou et les gratte-ciel de New York, des ruelles de Paris au cœur des geôles de Sibérie pendant la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, c'est un film qui avait beaucoup plu au Festival de Cannes cette année. Il n'y a pas de bande-annonce puisque le film est disponible seulement en VO. Mais voilà, assez intrigué et j'aime beaucoup Ben Whishaw, donc c'est possible que j'aille faire un petit tour de ce film. Ça ne me dit rien du tout. Autre sortie, Vincent. C'est russe, non? C'est ça, hein? Alors, le réalisateur est russe, mais là c'est anglo-russe, on va dire. D'accord. Moi j'aime bien l'âme slave d'une manière générale, donc voilà. Ok. Sinon, il y a Daddio qui sort au Victoria de Christy Hall avec Sean Penn, Dakota Johnson et Shannon Gannon. À l'aéroport JFK de New York, un soir, une jeune femme monte à l'arrière d'un taxi.
tandis que le chauffeur démarre sa voiture en direction de Manhattan. Ces deux êtres, que rien ne destinait à se rencontrer, entament une conversation des plus inattendues. Alors, il n'y a pas de bande-annonce, manifestement. Non. Ça semble être un huis clos dans un taxi. Décidément, ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui se passent dans des taxis, si j'ai cru comprendre. Parce qu'il y avait le film avec Vincent Lindon, là, qui était lui-même un remake de notre film. Oui. Alors cette fois-ci, il était tout seul, Vincent Lindon. Là, au moins, ils sont deux. Oui, mais enfin, il est tout seul avec des communications extérieures. Tout à fait. Ça se passe, l'intrigue se passe aussi, je dirais principalement dans le taxi. J'ai cru comprendre. Non, puis en plus, je sais pas si le titre n'est pas évocateur. Daddy-O, je me pose des questions. Est-ce que Sean Penn, qui est le chauffeur de taxi, ça ne va pas être un père de substitution qui va guider sur le droit chemin cette jeune femme? Alors, j'ai vu maintenant que je lis le truc, là, j'ai vu de manière assez fulgurante un bout de bande-annonce. Et Sean Penn qui est charismatique au niveau du visage, de la manière dont il s'exprime. C'est vrai. Mais même Dakota Johnson, j'ai l'impression que c'est un film qui va être bien filmé. Je crois que c'est un premier film de la part de sa réalisatrice. C'est vrai que les images donnent envie. Il va falloir, parce que si jamais ça se déroule dans un taxi, si jamais l'histoire ne se tient pas, ça risque d'être un peu compliqué et un peu longué pour les spectateurs, à mon avis. Mais bon. Tout à fait. Et en dernière sortie, on a un documentaire. Il était une fois Michel Legrand de David Herzog décide. La musique, c'est la vie. Michel Legrand entre au Conservatoire de Paris à l'âge de 10 ans et s'impose très vite comme un surdoué. 3 Oscars et 75 ans plus tard, il se produit pour la première fois à la Philharmonie de Paris devant un public conquis. De la chanson jusqu'au cinéma, ce véritable virtuose n'a jamais cessé de repousser les frontières de son art, collaborant avec des légendes comme Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbara Streisand ou encore Nathalie Dessay. Son énergie infinie en fait l'un des compositeurs les plus acclamés du siècle, dont les mélodies flamboyantes continuent de nous enchanter. Ce documentaire sera seulement disponible à l'Astrée et on en profite également pour parler aux côtés de nos amis Cinéphilex. Un seul film cette semaine, c'est le documentaire qu'on avait déjà évoqué, Au boulot, réalisé par Gilles Perret et François Ruffin. Il sera disponible au Victoria à partir de ce jeudi, mais aussi vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et c'est très important la séance de ce jeudi puisque elle sera en présence de Gilles Perret, donc l'un des co-réalisateurs de ce documentaire, qui est là en quelque sorte pour réinsérer les riches et les recadrer, et leur faire montrer à quoi ressemble véritablement la vie. Voilà. Tenter qu'il soit amené à vouloir se mettre au même niveau. Oui, voilà. Ça demande un petit peu d'ouverture de leur part déjà de base. C'est compliqué, à mon avis. On va du coup faire une première pause musicale avant de donner nos avis sur les films de la semaine dernière. Et vu que le film Wicked sort demain, on vous propose déjà un extrait de sa bande originale. C'est What Is This Feeling, chanté donc par Cynthia Erivo et Ariana Grande. On revient tout de suite après. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et je suis toujours en présence de Vincent. Et oui, je suis toujours là aussi. Toujours là. Évidemment. Et du coup, nous allons commencer cette deuxième partie d'émission avec un hommage quand même à Nissa Restrup, cet acteur oblige, qui nous a quittés du coup le 1er décembre dernier, donc dimanche, à l'âge de 75 ans. Connu pour ses rôles au théâtre, il connaîtra la notoriété au cinéma grâce au rôle que lui donnera le réalisateur Jacques Audiard dans De battre mon cœur s'est arrêté et Un prophète, 2 films qui lui permettront de remporter ses 2 premiers Césars, 2 films qui, je pense, nous sommes d'accord que nous conseillons très chaudement. Complètement, oui, c'est des incontournables et puis on peut dire quasiment des classiques maintenant. Oui. Tout à fait. On pourra citer également ses participations dans les grands films que sont Le Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel, Cheval de guerre de Steven Spielberg, Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel ou encore Diplomatie de Volker Schlondorf. Excusez-moi. Schlondorfer, non? Schlondorfer. Schlondorfer, hein, c'est pas Schlondorf? Volker? Ah non, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. J'étais là en disant il a une prononciation allemande. Je vais te dire pourquoi, parce que il y a un autre film là qu'on n'a pas, que tu as apparemment pas souligné, c'est 96 heures. Ah, 96 heures, oui. Avec Gérard Lanvin. Oui. Et du coup, c'est Schlondorfer.
Oui, Bernard Schonderfer, je crois que c'était, ou Bertrand. C'est pas grave. Mais oui, 96 heures, qui est Schonderfer, excusez-moi. Qui est un très bon huis clos. Très très bon. Avec. Je le recommande vivement, c'est un bon polar. C'est plus un huis clos comme tu dis parce qu'il se trouve du coup enfermé avec c'est Gérard de Lanvin qui est enfermé de par sa qualité de commissaire, oui, et donc Nils Arestrup qui joue le rôle d'un truand qui s'évade et puis prend en otage Lanvin pour pouvoir découvrir qui l'a balancé en fait. En gros, c'est l'histoire. Voilà. Franchement, ça donne très envie. Et donc, si vous souhaitez vous replonger dans sa filmographie à Nils Arestrup, plusieurs de ses films sont disponibles sur MyCanal, alors que son dernier rôle dans le film Divertimento, qui date de l'année dernière, et qui était réalisé par Marie Castille Mencionchar, a fait l'objet d'une diffusion sur France 3 hier soir et est donc disponible en replay. Donc voilà, nous ne pouvons que vous conseiller chaudement de redécouvrir le parcours de ce très grand comédien. Voilà. Véritablement, c'est une grande perte pour le cinéma français. Oui, il a un côté, il a une part d'ombre, cet homme-là, une part très obscure. D'ailleurs, je crois qu'il a eu quand même quelques démêlés avec certaines actrices. C'est ça, dont Isabelle Adjani qui a quand même dit: je n'ai rien de positif à dire sur l'homme, mais je ne peux que reconnaître. Alors, je pense que Cornillac avait dit certaines choses assez désagréables à son sujet aussi, mais. Bon, peu importe, on va pas soulever des polémiques. Nous ne sommes là que pour saluer l'artiste. Tout le monde s'entend à dire quand même que c'est un acteur exceptionnel. Oui. Enfin, c'était donc un acteur exceptionnel et qui justement, ce côté, cette part d'ombre qu'il avait en lui permettait de jouer des rôles particulièrement durs et convaincants dans la manière dont il les interprétait, et notamment dans 96 heures, mais dans Un prophète et De battre mon cœur s'est arrêté, il jouait le rôle d'un père qui était peu sympathique aussi à l'égard de Romain Duris, qui avait un côté un peu particulier. Oui, mais qui était rattrapé par ses démons d'ailleurs. Et puis j'ai cru comprendre d'ailleurs que dans sa vie personnelle, il avait eu une période comme ça de traversée du désert. Oui. Mais c'est un acteur découvert sur le tard. Oui, tout à fait. Il a été beaucoup au théâtre. Également, mais moi je l'aime bien et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent sans connaître véritablement son nom, mais parce que il a une gueule. Et tous les gens, à mon avis, ne pouvaient que le reconnaître quand il apparaissait, parce que là, pour le coup, il est vraiment le seul à avoir cette aura et cette gueule qu'il avait. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, quelqu'un qui avait une dimension, une densité dans les rôles qu'il interprétait auxquels on ne pouvait que croire. Donc voilà, un hommage à Nils Arestrup. Nous allons bien évidemment reprendre le cours de notre émission et donc donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Bien avant ça, quels sont les films que nous avons déjà conseillés et qui sont toujours disponibles en salle, Vincent? Le film d'animation DreamWorks, le dernier DreamWorks. Qui est bien parti pour rester jusqu'à Noël, je pense. Le robot sauvage. Ils ont bien raison. Effectivement, ma foi, pas mal réalisé. Tout à fait. L'amour ouf, donc de Gilles Lelouch, dont on a parlé tout à l'heure. Monsieur Aznavour, donc de Grand Corps Malade et j'arrive jamais à dire. Mehdi Idir. Voilà. Juré numéro 2 de Clint Eastwood, qui cartonne. Qui est un très bon film également. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, film d'animation assez sympathique a priori. La plus précieuse des marchandises, qui est le film de Michel Hazanavicius, qui se déroule, donc c'est une sorte de fable qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, autour des camps de déportation, et n'est pas très gai, évidemment, comme le sujet le suppose, mais qui m'a l'air d'être magnifiquement réalisé. Et puis par contre, on est toujours mitigé sur Gladiator 2 et nous déconseillons toujours Venom The Last Dance, qui décidément c'est un peu trop en salle à mon goût, mais bon, que voulez-vous. Par contre, côté film sorti de la semaine dernière, j'ai pu voir 3 films. Je vais te laisser la parole entièrement, quasiment. Voilà. Parce que je vais être assez moi, j'ai succinct. pas grand-chose à dire, j'en ai vu aucun. Donc je vais être assez succinct parce que ce sont 3 films qui ne m'ont pas déplu, mais qui m'ont un peu déçu
au final. Donc on va commencer par évidemment la plus grosse sortie de la semaine dernière, c'était évidemment Vaiana 2, qui, sans mauvais jeu de mots, a fait un raz-de-marée ce week-end au box-office, puisqu'il a déjà rapporté plus de 2 269 000... non, il a fait 2 269 000 entrées en France, ce qui est donc le plus gros démarrage pour un film d'animation de tous les temps en France. Et aux États-Unis et dans le monde, il a rapporté 386 millions en un week-end, donc ce qui fait aussi le plus grand démarrage pour un film d'animation de tous les temps. Donc voilà, c'est le film de tous les records. Alors il faut quand même souligner qu'à la base, cette suite n'était pas prévue pour être une suite, puisqu'en fait c'était prévu pour être une série disponible directement sur Disney+. Et le retour de Bob Iger à la tête de Walt Disney après les déconvenus de son prédécesseur Bob Chapek a décidé qu'il fallait revenir à des valeurs sûres au cinéma, et du coup il a repris la base de cette série qui était en cours de réalisation pour en faire un film d'1h40 et pour faire du coup une suite Vaiana. Bon, les chiffres confirment qu'il a quand même bien fait de le faire. Artistiquement, ça se discute. Mais voilà, c'est là-dessus moi que j'aimerais bien revenir, parce que je trouve que c'est de plus en plus convenu, c'est de plus en plus assez monotone, on va dire. Bon, même si c'est bien réalisé, on n'en doute pas une seule seconde. Les effets spéciaux sont de mieux en mieux faits. L'animation, là, pour le coup, c'est irréprochable. Mais est-ce que c'est pour autant ça qui fait l'essence d'un bon film, d'un film dans lequel on ressent quelque chose de fort? Je suis pas si certain que ça. Et c'est pas parce que il y aura eu autant d'entrées que ça apporte les lettres de noblesse à ce genre de film. Ah non, je parle juste que Bob Iger. Voilà. Après, moi, je l'ai pas vu. J'ai même pas vu le premier, donc je peux pas tellement te dire, mais j'ai tendance à penser et à trouver, parce que ça m'arrive quand même de voir des films d'animation récents, que c'est toujours un peu la même patte. Il faut un peu de ça, et puis un dénouement et un déroulement qui est somme toute assez conventionnel, et c'est ça qui me dérange de plus en plus. Bah, du coup, moi qui l'ai vu, moi j'étais pas déjà un très grand fan du premier. J'avoue que j'ai trouvé que le premier avait un visuel extraordinaire et des chansons qui, il est vrai, restaient énormément en tête. Et ben le 2, on retrouve un peu ça. En fait, c'est ces qualités-là, mais on retrouve aussi les défauts un peu du premier, c'est-à-dire une histoire qui enchaîne les péripéties sans véritablement de liant. Ça donne du coup un aspect aventure qui est très divertissant, mais on n'en garde pas un souvenir intarissable. Ouais. Hormis, c'est vrai que les chansons, c'est vrai qu'on se surprend à les chantonner après, mais je pense que ça reste quand même la magie de Disney, qui arrive quand même à avoir des auteurs en termes de chansons qui sont toujours extraordinaires. Mais voilà, cette suite, elle est pour moi du même niveau que le premier, c'est-à-dire que c'est très divertissant, mais somme toute assez anecdotique. Ce qui est en plus assez rasoir, c'est que ça fait un appel du pied à une suite, et franchement, c'est la première fois que je vois un Disney qui appelle une suite directe, et je trouve ça un peu dommage. Ça fait vraiment aveu d'échec, et que on nous a proposé un film pas fini, un peu expédié pour balancer quelque chose avant fin de l'année. C'est un peu dommage, mais force est d'avouer que ça fonctionne très très bien sur le public cible, qui est, rappelons, les enfants, puisque les enfants étaient absolument enchantés de cette séance, et j'ai même pu voir des réactions de parents dans la salle qui avaient passé un très très bon moment. Donc, ma foi, Disney a peut-être réussi sa mission sur le spectacle, peut-être pas sur le côté artistique. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu un Disney qui m'a vraiment plu de ce côté-là. C'est normal, le grand maître qui était Walt Disney en personne n'est plus de ce monde, mais bon, après il y a eu de très 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 grands Disney sans de Disney. Il y a eu une relève, mais c'est vrai que ça n'a aucun rapport, hein, mais tout à l'heure on essayait de chercher le prénom de Schondorfer, c'est Pierre. Ah, Pierre, voilà. Pierre Schondorfer. Bien joué. Voilà. Et puis, autre sortie que j'ai pu voir, c'est la comédie En fanfare avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin. C'est une belle petite comédie dramatique. Dramatique? Ah oui. Ah ouais. Sincèrement, oui. D'accord. C'est pour ça que je disais qu'il y avait
il est quelque chose de très prévisible en soi, donc dans cette histoire d'un homme qui du coup découvre qu'il a une leucémie et qu'en même temps il a un frère qu'on lui avait caché, puisque finalement le film permet de parler de l'adoption et du fait dans certains cas où les parents sont contraints, pas par choix, de n'adopter qu'un enfant d'une fratrie, ce qui du coup crée une séparation inévitable et du coup après le cas échéant des retrouvailles qui sont assez émouvantes. Le gros point fort du film, je vais pas mentir, c'est Benjamin Laverne et Pierre Lotin qui jouent très 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 bien. C'est vraiment ça a l'air d'être un jeu très léger justement, car par rapport à d'un ton très naturel, j'ai trouvé dans la bande-annonce, et je pense que c'est ce qui se vérifie dans le film, a priori. Tout à fait, c'est très naturel. Et puis, en même temps, ça sert quand même des propos qui sont assez forts, donc l'adoption, la maladie, et puis aussi l'amour de la musique, c'est vrai. Et également les déboires de certaines usines qui menacent d'être fermées, tout ça, parce qu'il y a aussi cette histoire-là en fond. Mais malgré cela, c'est un film qui va jamais sortir des sentiers battus, on va dire. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on se surprend à s'ennuyer un petit peu au milieu. Parce que, voilà, c'est un film de qui déjà Alors, évidemment, j'ai pas noté le nom, donc là, tu me poses un piège. C'est un réalisateur récent ou non? Je crois que c'est un réalisateur récent, oui, tout à fait. D'accord. Et qui d'ailleurs, ça doit être sa 3e ou 4e réalisation, mais qui surtout était connu avant pour. Je crois qu'il avait. Emmanuel Courcol. Voilà, Emmanuel Courcol. Laverne, Pierre Lotin et voilà. Qui avait des petits rôles avant, il me semble. Mais voilà, donc c'est une comédie qui voilà, c'est un beau film qui marche plutôt bien d'ailleurs. Mais j'en garderai pas un souvenir intarissable, malgré quand même l'émotion qui est palpable. Voilà. Donc, à voir si vous êtes intéressé. Et puis enfin, on va terminer sur le film d'horreur avec Hugh Grant, Hérétique. Donc une production A24. Donc vous connaissez, si vous connaissez les productions A24, c'est donc des films qui ont un postulat de base très intéressant, très alléchant, très intriguant. Et là, pour le coup, c'est vrai que cette idée de film d'horreur qui se transforme très rapidement en démonstration théologique de la part du personnage de Hugh Grant qui veut démontrer à ses 2 otages, entre guillemets, mormones, que finalement la religion, toutes les religions c'est un peu du vent et qu'il n'y a qu'une seule et vraie religion. Mais quelle est cette seule et vraie religion? Voilà, il faudra voir le film pour avoir cette réponse-là. Ça se débat. Ça se débat. Non, mais en fait là, c'est intéressant parce qu'en fait la seule et vraie religion, vous verrez, c'est une idée. Et c'est vrai qu'en fait c'est une idée qui rejoint finalement toutes les religions. Donc voilà. Et donc il y a quelque chose d'assez amusant, d'assez caustique dans le personnage de Hugh Grant qui est à la fois rassurant et inquiétant. Ce qui fait peut-être tout le charme de ce film, justement, avec l'ambiguïté qu'il interprète. Tout le charme de Hugh Grant qui, de toute façon, peut jouer tout et n'importe quoi. Il n'est jamais... Là, c'est un peu particulier parce que je crois pas qu'il ait joué souvent ce genre de rôle. En tout cas, moi, c'est la première fois que je voyais jouer un méchant. En soi. D'accord. J'ai déjà vu jouer des gens pas très sympathiques, des salauds, on va dire, des petits salauds, des gens très prétentieux. Mais un méchant pur et dur, non. C'est vrai que c'est la première fois. Donc c'est bien parce que comme ça, justement, on ne s'y attend pas trop. Oui. C'est pas mal. Mais le petit problème de ce film, c'est que la fin est très, très, très trop convenue. C'est la fin classique qu'on voit hélas dans beaucoup de films d'horreur récents. Donc c'est un peu dommage. Mais si vous êtes intéressé pour l'amusement et puis pour les quelques très bonnes scènes, dont un monologue de Hugh Grant qui compare les religions à Monopoly. C'est assez amusant et assez sympathique à suivre. Donc voilà, si vous êtes intéressé, pourquoi pas. Mais donc 3 films que je vous conseille, on va dire, dans leur globalité. Vaiana 2, Enfant phare et Hérétique, en fonction évidemment de ce que vous recherchez, mais qui restent pour moi des petite déception tout de même, j'en attendais peut-être un petit peu plus. On va donc terminer cette deuxième partie d'émission et on va se faire une deuxième pause musicale avant de consacrer notre focus aux 50 ans de L'Homme au pistolet d'or, donc l'un des volets de la saga James Bond. Et pour cette deuxième pause musicale, nous allons écouter
aller plus loin de Cerise Calixte, qui est donc issu de la bande originale de Vaiana 2. On revient tout de suite après. Montez le son de votre radio préférée et passez de belles fêtes de fin d'année sur le 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Rebonsoir Vincent. My name is Vince. Vince. Et oui, puisque, comme vous aurez sans doute reconnu avec cette allusion humoristique de notre ami, nous allons encore parler de James Bond, mais nous sommes des aficionados. Et oui, et puis vu que la dernière fois nous étions revenus sur les 60 ans de Goldfinger, il y a deux mois de maintenant. Ouais, déjà. Vu le petit succès, on s'est dit que nous allions revenir assez régulièrement sur un James Bond, en revenant évidemment sur un anniversaire. Et en l'occurrence, ce mois-ci, nous allons pouvoir fêter les 50 ans de l'homme au pistolet d'or. Qui est sorti donc en 1974. Et plus particulièrement, les 19 et 20 décembre 1974. En plus, voilà. On est quasiment à quelques jours près. C'est ce qui me surprend d'ailleurs énormément, c'est que le 19 décembre, c'était la sortie Grande-Bretagne et américaine. Et finalement, il sortait le lendemain en France. Et pour des films de cette époque-là, ça me surprend qu'il n'y avait pas tant que ça d'écart de sortie. Puisque généralement, il y avait quand même facile 5-6 mois entre les sorties américaines et françaises. Et du coup, ce film réalisé par Guy Hamilton, ça me fait aussi dire que Goldfinger était aussi un film de Guy Hamilton. Oui, d'accord. C'est la deuxième itération de Roger Moore dans le rôle de James Bond. Quels souvenirs te viennent immédiatement quand on te dit l'homme au pistolet d'or? En fait, moi, je vois le méchant, en fait, qui vraiment incarne vraiment et qui donne ses lettres de noblesse la plupart du temps, d'ailleurs, au meilleur James Bond. En l'occurrence là, pour moi, c'est pas un des meilleurs. L'homme au pistolet d'or. Le film, ou le méchant? Le film. Ah oui, le film, oui, moi je suis d'accord. Le méchant, par contre, c'est à mon avis un des meilleurs, avec donc Christopher Lee, alias Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, alias le comte Dracula. Et puis il a tout joué, cet homme-là, et pour moi, il incarne un méchant qui est du. Le comte Dooku, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Le comte Dooku, oui. Oui, non, c'est que j'ai dit Dark Sidious, mais non, Dark Sidious, c'était son maître. Lui, c'est le comte Dooku. Il a vraiment tout joué, en fait, cet acteur. Et c'est un acteur dans la plus grande tradition, je crois, anglaise, si je ne. Tout à fait. Et puis, mine de rien, il était quand même affilié au créateur de James Bond. Il serait un lointain cousin de Guy Hamilton. Non, de Ian Fleming. Et figure-toi qu'à la base, il était pressenti pour jouer Dr. No. Tout à fait, mais il avait refusé le rôle, je crois, aux grandes dames de son cousin lointain. Et puis là, on le retrouve pour le coup. Et donc du coup, il incarne pour moi un méchant très charismatique, très élégant, avec beaucoup d'élégance puis le côté inquiétant, pervers. Scaramanga. Voilà, Scaramanga. Et pour moi, c'est un des meilleurs méchants de la saga James Bond. Voilà. Ah, c'est un des plus iconiques, et j'irais même plus que je te rejoins. C'est que pour moi, il fait la qualité du film. Oui, parce que tout le reste laisse un peu à désirer. On va pas se mentir. Moi, personnellement, c'est peut-être alors, je suis fan de James Bond, donc pour moi, ce sont tous mes enfants, je les aime tous, mais c'est peut-être celui de Roger Moore que j'aime le moins. Oui. Parce que peut-être c'est l'un de. Il en fait beaucoup trop dans le laisser-aller. Il vieillit un peu mal, et les scènes d'action sont pas tellement si abouties que ça, je trouve. C'est vrai. Alors, on va dire que les principales qualités, c'est le méchant, avec en plus ce pistolet d'or qui se construit grâce à son stylo, à son briquet. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a Waterman et Colibri qui ont participé en tant que sponsor, on va dire, de ce gadget, parce que c'est le gadget principal du film, entre parenthèses. Et puis il y a aussi les décors. C'est vrai qu'on a les îles Phuket. Phuket ou Phuket. Je crois qu'on dit Phuket, il me semble. Un très beau restaurant aussi. Mais voilà, il y a ces îles qui sont magnifiques, et qui d'ailleurs maintenant sont appelées les îles James Bond, parce que c'est là où il y avait eu le décor. Ça a donné lieu à de nombreux tournages, je crois aussi. Oui, pas seulement James Bond, mais on s'en souvient à l'occasion de ce film également. Et en plus, je crois que c'est envahi de touristes depuis. À mon avis, ça doit être insupportable.
Et donc vraiment ça c'est ses deux plus grosses qualités à ce film. Et c'est vrai que le reste. Tu sais pourquoi d'ailleurs ils sont allés là-bas, parce qu'en fait ils avaient prévu de le faire au Cambodge à cette époque-là. Oui. Et le problème c'est qu'il y a eu les événements de la guerre civile qui se sont déclenchés, donc avec les Khmers rouges et tout ce qui s'en suit. Tout à fait. Qui a été de mémoire tristement épouvantable, tragique. Et donc effectivement ils pouvaient pas envisager de le faire dans ce coin-là. Puis il y avait ce côté que après le premier film avec Roger Moore, Vivre et c'est mourir, qui se reposait énormément sur la blaxploitation. Et ben là, c'était temps de surfer un peu sur les succès récents de la Golden Harvest et des Shaw Brothers, et du coup de reposer sur cette forme de Asian ploitation qu'il y avait à cette période-là, et on se rend compte que le film a été fait un peu trop rapidement. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. En particulier, je dirais qu'il y a pour moi l'une des pires James Bond girls, qui est donc Miss Bonne Nuit, qui en fait c'est le stade où James Bond est arrivé au point où on pouvait plus aller à ce type de James Bond girl, et il faut aller revenir sur des personnages plus intéressants, parce qu'on va pas se mentir, le personnage est une cruche. c'est hélas le personnage est vraiment très très pauvre, très peu intéressant. Je vous rappelle quand même qu'elle active un laser sans faire exprès avec ses fesses. Elle se fait enlever de manière complètement idiote. Elle sert pas à grand chose. Ce qui apparemment n'est pas le cas dans le James Bond de Ian Fleming, qui est d'ailleurs le dernier de Ian Fleming, qu'il n'aura pas vu, entre parenthèses. Je crois que c'est le dernier de. Alors c'est le dernier livre, de Ian Fleming. voilà, qui ne verra. Ça a été sorti. Pas de voir parce qu'il va décéder avant. Tout à fait. On en avait déjà parlé à l'occasion de la franchise des James Bond, mais bon, il faut le souligner ici. Et en fait, c'est aussi marqué par toute cette déconvenue tout au long du film, et dû sans doute un peu à la rupture, parce que c'est la dernière association entre Salzman et Broccoli. Voilà, qui vont rompre, et qui va donner d'ailleurs ses droits à United Artists, je crois. Oui. Et donc Broccoli va être le seul après à produire les James Bond suivants. Et par ailleurs, il y aura un petit temps entre L'homme au pistolet d'or et Les espions qui m'aimaient, puisque L'homme au pistolet d'or c'est donc 1974, Les espions qui m'aimaient c'est 1977. Donc c'était assez rare à l'époque qu'il y ait autant de temps entre les James Bond. Et là, on peut dire que le temps a bien fait, parce qu'on n'en parlera pas trop ce soir, mais L'espion qui m'aimait est un bien meilleur James Bond. Oui. Et la James Bond girl, en l'occurrence, est beaucoup plus intéressante, puisque en plus d'être l'égale de James Bond, elle cherche avant tout à se venger de lui. Donc c'est ce qui apporte une épaisseur beaucoup plus intéressante que du coup, voilà, ces personnages un peu bateau de L'homme au pistolet d'or. Malgré, il y a une James Bond girl qui est très intéressante, qui est donc Maud Adams, qui est interprétée par Maud Adams, qui est du coup l'une des seules actrices que nous avons vues dans plusieurs James Bond, puisqu'on la retrouvera dans Octopussy, elle jouera Octopussy, et puis apparemment, elle ferait un caméo dans Dangereusement Vôtre. Alors, je vous avoue que je fais des arrêts sur image sur cette scène, parce qu'apparemment, ce serait le moment où il y a cette fameuse course-poursuite avec le camion de pompiers dans Dangereusement Vôtre. Je ne la trouve pas. Moi, je pense surtout qu'elle était là, ils ont dû tourner des plans, mais c'est pas sûr que ça ait été gardé au montage. Ça a alimenté la légende de Maud Adams, qui effectivement a, à mon avis, une dimension plus intéressante en tant que James Bond girl que ne l'avait l'autre... Britt Ekland, qui jouait. Oui. Britt Ekland, qu'on retient. Moi, je ne connaissais pas trop, mais son nom d'ailleurs. Mais parce que le personnage de Maud Adams dans L'homme au pistolet d'or est beaucoup plus tragique. Oui. Et d'ailleurs, moi, enfant, avec une densité plus importante, puisque en plus d'ailleurs, elle se fait malmener autant par Scaramanga que par James Bond, qui menace de lui casser le bras pour l'interroger quand même. À un moment donné. Ce qui était intéressant quand même et fort, c'est que c'était peut-être la première fois que Roger Moore montrait, parce que Sean Connery l'avait déjà montré, mais que Roger Moore montrait une part de son James Bond plus sombre, voilà. Mais ça, je crois que ça apparaît plus dans les ouvrages de Ian Fleming, bien sûr, qu'ils ne l'ont fait apparaître dans les adaptations à l'écran.
mais ça se retrouve peut-être plus tard aussi. Oui, alors plus tard on le retrouve bien, mais notamment il y a un extrait dont je me rappelais pas, mais que j'ai vu à l'occasion donc de cet anniversaire, on va dire, où à un moment donné il se retrouve sur un bateau avec un petit gamin qui est sur le bateau. Oui. Et puis il lui dit je te donne je sais plus combien de bahts, donc il a monnaie thaïlandaise, si jamais tu trouves le moyen de faire avancer le bateau. Voilà. Le gamin donc il décoince un système qui permettait de faire avancer le bateau plus vite, et évidemment James Bond se débarrasse du gamin en le foutant à la baille. C'était quand même Roger Moore l'avait dit que sympathique, ça. C'était la seule scène qu'il regrettait de James Bond, parce que surtout qu'il était ambassadeur de l'UNICEF. Ouais. En plus, voilà. Et puis je trouve que c'est pas à l'honneur et à l'avantage du côté glamour et auquel on est en droit de s'attendre d'un James Bond, quoi. Tout à fait. Donc c'est assez spécial. Oui, on comprend pas d'où ça sort. Le film d'ailleurs repose énormément sur son humour, même ses courses-poursuites. Alors là, du coup, avec une AMC Hornet pour les connaisseurs, puisque James Bond vole l'AMC Hornet dans la concession, et à l'intérieur, d'ailleurs, il retrouve le shérif J.W. Pepper, qui est en vacances en Thaïlande avec sa femme, qui l'appelle J.W. Enfin voilà, moi, le gamin, ça me faisait énormément rire. Heureusement, comme on disait en off, qu'ils en ont pas trop fait avec ce personnage et qu'ils l'ont vraiment mis dans deux films. Voilà. À mon avis, ils ont dû comprendre que effectivement ça suffisait amplement, parce que justifier à chaque fois que lui arrive, ça aurait été compliqué. Ou alors il fallait l'enrôler dans le MI6, il fallait trouver il y a une petite anecdote avec ce personnage, c'est qu'à un moment donné, il y a une des scènes où il se retrouve à la baille à cause d'un petit éléphanteau qui le repousse, et apparemment c'était pas prévu. Et il a été, c'est l'anecdote, il tombe dans l'eau de manière impromptue, et bon, il se trouve qu'il tombe correctement, mais il aurait pu effectivement se faire très très mal. Et bon, ça a été conservé tel quel. Mais, oui, c'est vrai que c'était pas prévu que ça se déroule ainsi. Ce qu'on regrette aussi, c'est, alors il y a cette fameuse séquence du coup avec les MC Hornet où il y a ce looping, et le looping est très bien. Vrillé, c'est pas un looping, hein, c'est une vrille, j'avais pas de terme, mais oui, t'as raison, c'est plus une vrille. Et la cascade est très bien. Le seul problème, c'est ce bruit cartoonesque qui est rajouté, qui a son charme maintenant, mais c'est vrai que encore, je trouve que ça fait un peu grotesque, en fait, en fin de compte. Mais ça fait vraiment partie de ces séquences où Roger Moore avait quelquefois on se souvient de Roger Moore en James Bond qui se prenait pour Tarzan, par exemple, dans Octopussy, ou encore c'est des petits clins d'œil, voilà. Ou encore le moment dans Dangereusement Vôtre où vous voyez James Bond faire une quiche avec son tablier et ses gants de cuisson. Et alors là, vraiment, c'est pour moi, c'était la scène de trop. Fallait arrêter, quoi. Mais c'est peut-être un James Bond qui repose trop sur l'humour, en effet, malgré quelques pointes de sombre, surtout grâce au personnage de Scaramanga. Et puis avec son île, qui a vraiment cette séquence d'ouverture est absolument folle, je trouve, où du coup on voit ce personnage qui est un ancien lieutenant d'Al Capone, puisque il voit Al Capone en statue et il lui dit désolé Al, et du coup il s'engouffre dans le piège finalement de l'homme au pistolet d'or. Il traverse plusieurs salles avec donc des miroirs et tout ça, et ça vraiment ce sont des décors qui, je trouve, sont vraiment impressionnants et qui marquent et qui créent une véritable angoisse, même quand on les retrouve en fin de film, où cette fois-ci c'est James Bond. Mais encore une fois, je pense que le jeu de Christopher Lee, il participe beaucoup et fait un peu la différence. Et tu me demandais tout de suite ce qui me venait aussi. Il y a aussi un autre personnage un peu emblématique qui est l'assistant en fait de Scaramanga, pardon. Nick Nack, interprété par Hervé Villechaize, qui est un Français, un peintre français, entre parenthèses. J'ai rencontré son frère. À l'occasion, je fais partie du club James Bond France, et j'ai rencontré son frère qui a pu nous montrer en avant-première, je crois que ça peut se retrouver sur YouTube, les Super 8 d'Hervé Villechaize, qu'il avait donc tourné pendant le tournage de l'homme au pistolet d'or. On voit vraiment l'envers du décor
par les yeux d'Hervé Vilches. Excellent. Et on remarque qu'il aimait beaucoup filmer les femmes. Oui, il est apparemment très porté sur les femmes, oui. Chacun sa marotte, hein. Mais voilà, vraiment, ce document, je crois que vous pouvez le retrouver sur YouTube, c'est vraiment très, pour les fans, c'est vraiment très. Et donc, très il faut quand même rappeler que moi, c'est un personnage que je connaissais dans une série très ancienne qui était L'Île Fantastique. Fantastique. Et il faisait partie du décor. Ça se passait aussi dans une île. Donc, je me demande si ils n'ont pas trouvé ce personnage un petit peu c'est possible aussi dans ce sens-là. Et c'était assez particulier également. Donc, d'ailleurs, avec un acteur qui ressemble un petit peu, qui a un peu les traits de, je sais plus comment il s'appelait dans cette série. Ah, tu trouves? Oui, Christopher Lee, c'est vrai qu'il a ce petit côté. Alors, je sais plus comment il s'appelait. Je retrouverai ça. Bien sûr. Mais c'est vrai que Nick Nack, c'est un des seconds couteaux marquants de James Bond. Donc, il s'appelle Trick Track dans le film, dans James Bond. Hein. Ah oui. Alors, je crois qu'il y a une traduction. Je crois que c'est Trick Track en VO et Nick Nack en VF. Il y a une bêtise comme ça. Oui, parce que tu comprends bien, un Trick Track, nous on comprend pas. Oui, alors il y avait ça. J'ai aussi entendu une anecdote comme quoi, vu qu'ils étaient en Thaïlande, ils ont beaucoup souffert de la gastro-entérite pendant le temps. Roger Moore racontait que c'était l'un des pires tournages de sa vie. Alors, tu as retrouvé peut-être le nom de l'acteur. Dans L'Île Fantastique, c'était Ricardo Montalban. Voilà, Ricardo Montalban. Et il a un côté de Christopher Lee, je trouve. Un peu. Et Ricardo Montalban, qu'on avait retrouvé ensuite dans la saga La planète des singes, dans le 4e volet, il me semble. Exact. Et du coup, voilà, L'homme au pistolet d'or. Donc, on arrive quand même à en trouver des qualités, parce que même si c'est un James Bond mineur, il y a vraiment quand même une patte, une âme très particulière, une personnalité. Les décors, j'ai dit l'île Phuket, mais aussi ce décor de bateau penché, de mi-coulé. Oui, ça, c'était pas mal. Ouais. Il y avait un côté très inventif à ce niveau-là. Et surtout qu'on était en pleine crise pétrolière à l'époque. Oui. Donc, ça faisait référence. Ça faisait totalement référence à cela. Et donc voilà. L'intrigue aussi, hein, parce que l'énergie, tu sais, avec le laser qui donne une énergie. Alors, c'est l'énergie du soleil. Voilà, c'était censé être un substitut de l'énergie à l'énergie pétrolière. Fossile. Et donc, voilà, du coup. Excuse-moi, après. Non, mais j'avais fini. Parce que c'est vrai que finalement, on a évoqué cela. On pourrait évoquer aussi la chanson. On n'a pas eu un grand succès. Non, j'avoue que c'est même quasiment l'une des pires. Alors, Guillaume n'est pas là, mais je vais du coup être son porte-voix. Guillaume aime beaucoup cette chanson interprétée par Lulu. Mais même John Barry avouera que c'est vraiment... il en avait marre, apparemment. Ah oui, c'était peut-être l'une des pires qu'il avait composées. Et d'ailleurs, effectivement, ça s'en ressent tout le long. Et il y a tout un tas de choses, on a dit, la rupture des producteurs, le fait que Guy Hamilton... a pas fait une réalisation des plus d'ailleurs il n'en reviendra plus après c'est son troisième et dernier James Bond. Je pense qu'il devait en avoir marre tout simplement. Oui. Peut-être il avait peut-être tout raconté et puis voilà, et je pense qu'il y a eu vraiment un moment où ils se sont questionnés en se disant est-ce qu'il faut qu'on continue dans cette voie, et je pense qu'il s'est posé la question de savoir est-ce que finalement Roger Moore était peut-être la bonne direction ou pas. Heureusement, ils ont redressé la barrière avec L'espion qui m'aimait, ils ont retrouvé une autre direction avec un meilleur équilibre, je trouve. Oui, sans doute, oui. Entre le côté sombre du personnage et le côté là c'est pareil, le scénario était laissé entre les mains de Mankiewicz, je crois, c'est ça, et qui à un moment donné arrivait pas à trouver spécialement un dénouement final. Ça a été confié entre les mains de notre scénariste, je ne sais plus lequel. Mais quand ça passe comme ça en ping-pong entre les mains de plusieurs personnes, c'est pas très bon signe, non, effectivement. Côté voiture, du coup, on a dit la MC Hornet, mais aussi la voiture de Scaramanga, souvenez-vous, qui arrive quand même à voler. C'est vrai que c'était impressionnant. C'est Fantomas avec sa déesse qui volait. C'était déjà le truc, mais je trouve que ça a moins de classe là pour le coup. Oui, et puis c'est vrai qu'au final, on se rend compte que peut-être que ça fait plus. Là, ils commençaient peut-être à dire, on va peut-être un peu trop loin. Bon, 2 films plus tard, ils iront encore plus loin avec Moonraker, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a... Là, ça vieillit un peu, c'est indéniable. Ouais. Mais du coup, l'homme au pistolet d'or a un côté kitsch, qui désuet, c'est
désuétement charmant, mais... Moi, même si c'est pas mon préféré, je ne le renie pas pour autant. Ah non, non, et ça fait j'en partie renie aucun, de la saga des James Bond, oui. De manière incontournable quand même. Mais c'est vrai que c'est celui avec Roger Moore que je trouve, j'apprécie le moins. Ouais, je suis un peu comme toi, je suis pas fan. Bon, je pense qu'on a tout dit sur que du coup le Pistolet d'Or. Dis-moi. Moi qui me paraissait assez récurrent dans le James Bond après coup, c'est les rapports entre les personnages. Ils sont beaucoup moins avec une connivence, avec une forme de légèreté dans les dialogues qu'ils partagent. Et ils sont en plus plutôt assez en colère les uns vis-à-vis des autres, que ça soit M avec James Bond, que ça soit Moneypenny avec James Bond aussi, que ça soit la James Bond girl avec James Bond. Il y a un côté très agressif, je trouve, entre les personnages. Dans celui-là, on est plus, oui, dans celui-ci, alors qu'on est plus habitué à un côté plus léger, plus humoristique aussi. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a vraiment un côté où je pense que ça se ressent peut-être du tournage. Je pense que ça se ressent du tournage, mais on a l'impression que James Bond en a marre de Miss Bonne Nuit, M en a marre de James Bond, et en effet, il y a quelque chose, on a l'impression que personne s'est entendu. Donc c'est un peu le côté un peu tristouné de la chose, je trouve. Ouais. C'est vrai. Oui, je pense que tu as mis le doigt dessus, mais bon, des fois des tournages chaotiques, ça donne d'excellents films. Bien sûr. Mais je pense que là, c'est le contre-exemple où véritablement ça n'a pas entraîné un moment mémorable. Effectivement. Hormis du coup, comme on le rappelle, Christopher Lee qui sort vraiment du lot et arrive à composer un méchant de grande qualité. Voilà, donc le mot Pistolet d'Or que vous pouvez redécouvrir. Alors je rappelle que tous les James Bond sont disponibles sur Amazon Prime en ce moment. Donc si vous avez Prime, foncez, ça vous permettra à la rigueur de découvrir ou redécouvrir les 25 films de la franchise. Et côté programmation radio, eh bien demain vous allez retrouver 3 émissions. Une émission spéciale Studio Alp Academy de 11h à midi. L'émission Le Jeu du Mouvement présentée par Joe de 12h15 à 12h30 et puis l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. Quant à nous, on va se quitter sur une troisième pause musicale. Évidemment, on va se quitter sur The Man with the Golden Gun, donc chanson titre de L'Homme au Pistolet d'Or interprétée par Lulu. Lulu. Une chanteuse qui n'a pas fait tellement date par la suite, en tout cas pas en France. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et surtout, allez au cinéma. À bientôt. Ciao, ciao.